Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième temps, cette deuxième étape du parcours de réflexion de la sécurité vers la paix, qui est donc proposé par Pax Christi France à l'occasion de l'élection présidentielle 2022. Vous le savez sans doute, ce parcours de réflexion est organisé en plusieurs étapes. 2 autres webinaires suivront, ainsi qu'un colloque qui sera organisé au Centre Sèvres au mois de mars. D'ailleurs, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire et toutes les informations sont à retrouver sur le site de Pax Christi. Il y a un mois, nous avons interrogé la nature des divisions qui fracturent la société française. Ça a été l'occasion d'un riche échange pendant un premier webinaire. Et ce soir, eh bien, nous allons parler de sécurité avec cette question. Sommes-nous en sécurité? Mais de quoi parle-t-on quand on parle de sécurité? Être en sécurité en tant que citoyen, c'est bien sûr être protégé par l'État, et c'est aussi parfois être protégé de l'État et de dérives éventuelles. Être en sécurité, oui, mais qui assure notre sécurité? Comment? Et doit-on enfin parfois renoncer à certaines de nos libertés au nom de la sécurité? Voilà, bien des questions dont nous allons pouvoir débattre avec les intervenants que je vous présenterai dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais vous donner quelques petites précisions sur la manière dont ce webinaire va se passer. Il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire directement entre ceux qui souhaitent prendre la parole et les intervenants. En attendant ce temps d'échange, je vous demande s'il vous plaît de couper vos micros. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit et donc utiliser le chat de l'application Zoom pour voilà, solliciter directement les intervenants, mais donc par écrit dans un premier temps et ensuite directement à la fin du webinaire. Et donc, entre-temps, je vous demande de couper vos micros pour ne pas interrompre les discussions. Autre point que je voulais vous préciser, c'est, vous l'avez peut-être entendu, cet enregistrement, cette webconférence est enregistrée et sera donc mise en ligne ensuite sur le site de Pax Christi. Alors, certains d'entre vous ne souhaitent peut-être pas apparaître lors de l'enregistrement. Vous pouvez bien sûr pour ça couper vos vidéos, mais je vous avoue que c'est plus agréable et plus chaleureux pour les intervenants et pour moi-même si nous ne sommes pas face à des écrans noirs. Donc voilà, ceux qui le souhaitent peuvent couper, mais je vous invite malgré tout à rester visible. Un dernier point, c'est que ce parcours de réflexion, comme son nom l'indique, amène à la réflexion, et c'est une réflexion que Pax Christi souhaite mener en commun avec vous tous. Les participants au premier webinaire ont reçu un questionnaire auquel ils ont été invités à répondre pour poursuivre ensemble la réflexion, faire part de leurs remarques, de leurs expériences, de leurs observations. Et au terme de chaque webinaire, eh bien, un questionnaire semblable sera envoyé. Alors, bien sûr, libre à vous de répondre. Hein, tout ça est sur la base du volontariat, mais ça permet en tout cas peut-être d'engager des pistes, enfin, d'imaginer des pistes pour cheminer vers une société plus apaisée. Voilà pour les petits points que j'avais à soulever avec vous avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Sommes-nous en sécurité? Voilà, c'est donc la question que nous nous posons ce soir en compagnie de nos 3 intervenants. François Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat pénaliste, alors les internautes vous connaissent peut-être parce que vous avez été notamment l'avocat des époux Villemain pendant l'affaire du petit Grégory, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes également un des avocats du journal Le Monde, qui peut-être explique l'intérêt que vous semblez porter à la liberté de la presse, puisque dans votre dernier ouvrage, Un pays qui voudrait rester libre, paru aux éditions Odile Jacob, eh bien voilà, cet intérêt est manifeste, vous y revenez largement. Je précise d'ailleurs le sous-titre de votre ouvrage, Chronique d'une accoutumance sécuritaire.
Et dans ce livre, eh bien, vous revenez sur les années 2015 à 2020 et vous documentez avec précision toutes les atteintes, les tentatives d'atteinte aux libertés fondamentales qui ont jalonné ces années compliquées, marquées par les attaques terroristes, par le mouvement des Gilets jaunes et par la pandémie actuelle du Covid-19. Pour dialoguer avec vous, Alexandre Rode est également là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Vous êtes consultant sûreté, spécialisé dans les risques terroristes. En cette qualité, vous formez des gendarmes et des policiers sur cette question de la gestion du risque terroriste. Vous êtes vous-même officier de réserve de la gendarmerie nationale et co-auteur de l'ouvrage Passage à l'acte, tuerie en milieu scolaire, paru aux éditions Kiwi. Et c'est un ouvrage dans lequel vous proposez une analyse sur le temps long de ce phénomène des tueries en milieu scolaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et enfin, Jacques Demaillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin, directeur du CESDIP. Alors le CESDIP, je lis, c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vos travaux portent sur la sécurité publique, sur la police, alors à la fois dans une approche comparée, mais aussi à une échelle plus locale. Et parmi vos ouvrages, on peut retenir Police comparée, publié en 2017 par l'éditeur juridique LGDJ. Voilà pour les présentations. Merci à tous et toutes donc d'être présents et nous accompagner dans ce webinaire. Peut-être une question un peu générale avant de rentrer dans des points sans doute plus précis avec vous, François Saint-Pierre. Vous décrivez, je le disais dans votre ouvrage, l'époque troublée que nous traversons, marquée par les attaques terroristes, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, marquée par la pandémie. Alors, dans cette époque un peu compliquée, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'être en sécurité? Vous avez très bien introduit le débat et ses dimensions multiples et peut-être contradictoires. Il est certain que les attaques terroristes, dont nous avons tous été directement ou pas les victimes, ont posé très clairement la question de la sécurité des Français et donc des moyens de l'État de la garantir. En contrepartie de mesures particulières, de pouvoirs spéciaux dont les services de police, la justice ont été dotés au fur et à mesure des époques et qui peut-être posent des vraies questions de garantie de l'intégrité des libertés fondamentales de l'ensemble des citoyens. Le terrorisme pose cette question de façon extrêmement aiguë. Je pense qu'à la fin de cette année 2021, nous assistons au procès du Bataclan actuellement dans la Cour d'assises spéciale de Paris. Nous pouvons vraiment évaluer cette situation. En même temps, ces attentats ont eu lieu, ce qui montre bien que la sécurité n'est pas parfaitement assurée. Les responsables des services d'enquête l'ont suffisamment dit lors de ces auditions. En même temps, l'enquête a abouti, ce procès se tient. Les uns et les autres peuvent s'exprimer. Les uns et les autres, ça veut dire les familles des victimes, les parties civiles. J'ai la charge d'un journaliste grièvement blessé qui est constitué partie civile dans ce procès. Et les accusés aussi peuvent avoir l'assistance d'un avocat, se défendre comme dans tout procès. Et si j'introduis le débat de cette façon-là, c'est pour dire que face à de telles attaques, je rappelle que c'est Robert Badinter qui avait parlé de crimes contre l'humanité, puisque ces terroristes s'en sont pris à la population, au peuple dans son ensemble. Eh bien, le procès est équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette justice dite antiterroriste, en
fait, qui est spécialisée sur les crimes terroristes, garantit des procès équitables. Et ce n'est pas le fait que ces cours d'assises soient composées de magistrats professionnels qui est une contre-indication. Pour avoir assisté à plusieurs procès de cette nature, les avocats ne contestent pas le caractère régulier de cette juridiction. Nous ne sommes pas devant une juridiction d'exception. Ici, je voudrais poser cette question qui me semble animer un axe essentiel de notre propos ce soir, c'est que face à de telles attaques qui sont les plus fortes contre la société, fallait-il ou faut-il aller au-delà et créer de véritables juridictions d'exception? Certains le demandent. Vous avez entendu tel responsable politique des Républicains solliciter une vraie cour de sûreté de l'État. Vous avez entendu tel autre demander l'ouverture d'un Guantanamo à la française. C'est-à-dire que certains demandent que nous changions de régime juridique, que nous abandonnions notre standard d'état de droit pour nous lancer dans une aventure qu'un juriste allemand appelait le droit pénal de l'ennemi. Les terroristes n'ont plus droit à un procès équitable. Nous n'en sommes pas là. Donc, je crois que si nous avons vraiment matière à discussion, en même temps, nous vivons en France dans ce que l'on appelle classiquement un état de droit qui essaye de composer entre une garantie de sécurité aux citoyens, à toutes les personnes qui y vivent, et l'affirmation des libertés fondamentales et notamment du droit à un procès équitable pour tout accusé. Alors, j'ai ouvert sur ce thème du terrorisme. On peut discuter évidemment des mesures prises sur la pandémie, sur les mouvements sociaux tels les Gilets jaunes qui ont posé des questions de l'ordre tout à fait nouvelles. Mais je pense que cette question-là n'est jamais achevée parce que nous sommes une société démocratique qui est vivante, qui pose toujours des questions nouvelles, et il y a des instances pour non pas réguler, stabiliser, immobiliser le mouvement social. C'est un cœur battant, une société, mais pour toujours apporter des réponses nouvelles. La campagne électorale s'annonce exacerbée sur ces questions de sécurité et de liberté. Vous comprenez tout de suite mon point de vue. Moi, je suis un partisan de la défense claire et nette des libertés fondamentales, d'un régime démocratique et d'un état de droit. Et je ne suis absolument pas d'accord avec les cris des va-t-en-guerre qui proposent des solutions qui seraient susceptibles, dans un tel climat, d'allumer des violences nouvelles, une sorte de guerre civile avec toute une catégorie de population qui se sentirait parfaitement ciblée et exclue. Merci François Saint-Pierre. Alexandre Rode, on entendait François Saint-Pierre évoquer l'équilibre un peu périlleux qu'il y a entre la gestion du risque terroriste et la manière d'y répondre, la manière du pouvoir politique d'y répondre. Vous qui êtes plutôt sur le terrain, donc plutôt sur le côté opérationnel, jugez-vous que les moyens dont dispose la police française, dont dispose l'État français sont suffisants pour répondre à la menace terroriste? Alors, je pense que pour y répondre, il faut commencer par la définir. On a sur le territoire français un certain nombre de mouvances terroristes qui existent. La plus importante, celle qui nous a frappé depuis fin 2014, même 2012 avec l'attaque de Mohamed Merah, c'est la mouvance djihadiste. C'est la mouvance qui est principale sur le sol français, qui est la plus sophistiquée, qui est la plus létale, qui est la plus organisée par rapport à ce que peut être les mouvances d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui sont beaucoup moins présentes sur le sol français. On a vécu à travers un certain nombre de périodes et une évolution, notamment par cette période de djihad d'ampleur qu'on a eue de janvier 2015 à septembre 2016, globalement. Avec sur une période de 21 mois environ, une vingtaine d'attaques extrêmement létales. Le djihadisme en France a tué 270 personnes à peu près en 6 ans, dont 238 sur cette période de 21 mois. Donc il y a une période de réadaptation. On a dû réadapter les forces de police, les forces de gendarmerie, pour faire face à des menaces qu'elles ne connaissaient pas bien, auxquelles elles n'étaient pas forcément préparées et auxquelles elles n'étaient pas équipées ou armées pour lutter. Donc on a eu cette transition qui a été faite principalement après les attaques du 13 novembre, avec une certaine nombre de transformations, le plan BAC de 2016, la rénovation du schéma national d'intervention, la nouvelle doctrine d'intervention sur ces problématiques-là, en plus de problématiques de renseignement, de référents islamistes dans certaines unités de gendarmerie et de police, avec cette capacité de réorganiser la force pour mieux lutter contre cette menace qui était nouvelle
et dans sa forme, dans son ampleur et dans sa prégnance. Donc, on a maintenant, et les efforts qui ont été faits depuis 5 ans sont comment dire, assez impressionnants. On a réussi à vraiment transformer une partie des capacités de la capacité de réponse de la police et de la gendarmerie à ces problématiques-là, pour en faire des forces compétentes et capables de le faire bien. Encore une fois, ce dont il faut se rappeler, et je pense que c'est vrai, c'est que la mouvance évolue constamment. Et la menace, quelle que soit la forme qu'elle prend, on parle du terrorisme, on peut en parler d'autres, est en transformation. Et je suis assez d'accord avec François Saint-Pierre sur la question qu'il faut essayer de trouver cet équilibre entre répondre à des problématiques de sécurité nouvelles, à des menaces nouvelles, qui ont des formes, des moyens, des cibles qui ne sont pas les mêmes, et cette importance de préserver les libertés publiques et les libertés individuelles durant cette même lutte contre ces menaces qui peuvent toucher la société française au sens. Encore une fois, il faut une vision qui est nuancée et qui est prudente. On a réussi à réadapter le dispositif policier, on l'a fait de façon réactive, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir comment on peut l'anticiper pour éviter les remous qu'on pourrait avoir quand on a un changement de menace, comme ça peut être le cas en 2015. Jacques de Maillard, vous qui travaillez sur la police, également dans une approche comparée, Alexandre Rode expliquait la manière dont la menace terroriste a fait évoluer la police. Est-ce qu'il y a une spécificité française peut-être dans la manière de gérer cette menace terroriste? Oui, alors je vais y revenir, mais quand on parle d'insécurité, là on l'a pris par un bout, qui est un bout important, mais qui est que l'un des bouts de l'insécurité. Pour beaucoup de gens, l'insécurité, c'est la peur quand je prends les transports collectifs, ou c'est les problèmes de tranquillité publique en bas de mon immeuble. Et je vais, si vous le permettez, aller sur cette dimension-là pour compléter ce qui a été dit par les deux précédents intervenants. Je crois que l'autre bout, c'est ce qu'on peut appeler la délinquance du quotidien. Et souvent, quand on parle d'insécurité, on parle de cette dimension-là. Moi, je la découperai en 3 dimensions différentes. L'une qui est l'insécurité telle qu'elle est vécue, c'est-à-dire les peurs des gens. Et là, on voit qu'il y a des enquêtes régulières qui montrent qu'entre 15 et 30% des gens ont peur, soit dans leur quartier, soit dans la rue, soit dans les transports collectifs. C'est dans les transports collectifs que c'est le plus élevé. Les femmes ont plus peur que les hommes, et on a plus peur dans les quartiers d'habitat social qu'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la délinquance. Alors, sur ce point-là, je veux juste donner quelques éléments très brefs de positionnement de la question. Ce que l'on voit en France, et de façon comparée plus largement, c'est que globalement, la délinquance de voie publique, contrairement à ce que l'on peut penser d'ailleurs, a plutôt tendance à décroître. Elle a plutôt tendance à décroître avec des variations en fonction des agrégats, en fonction de ce que l'on regarde. Si on regarde la question des vols, par exemple, là, la baisse est relativement nette, régulière. Si on regarde, par contre, les violences, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. C'est beaucoup plus difficile à mesurer parce que ça dépend des chiffres enregistrés par les services de police et de gendarmerie. Et ce que montrent des enquêtes qui, dites enquêtes de victimation auprès directement de la population, c'est que globalement, ces violences sont stables dans la population française, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc ça, c'est la deuxième dimension, c'est est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils sont plus souvent victimes? Et globalement, ce que l'on voit, c'est une stabilité. En revanche, je terminerai juste par là pour ne pas être trop long, c'est la question de la légitimité et de l'efficacité de l'intervention des pouvoirs publics. C'est-à-dire sur tous ces problèmes qui font l'insécurité du quotidien. Est-ce que je suis en sécurité quand je prends les transports collectifs, sur les troubles liés à l'occupation de halls d'immeubles, par exemple, sur les troubles liés au trafic de stupéfiants? Quelle est la réponse durable que sont capables d'apporter les pouvoirs publics? Donc ça pose une vraie question d'impuissance, enfin d'efficacité de l'intervention publique, et une question également de légitimité. Dans quelle mesure est-ce que la réponse est équitable, hein, dans quelle mesure est-ce qu'elle est variable ou pas en fonction des territoires, dans quelle mesure est-ce qu'elle se traduit ou pas par des populations qui sont plus ciblées
que d'autres. On y reviendra sans doute dans la suite du débat. Et je dirais que pour terminer sur cette question-là, et répondre à votre question initiale, ce qui fait la singularité de la France, je dirais, c'est que je vois par rapport à l'Angleterre ou l'Allemagne, que je connais par ailleurs pour avoir fait des comparaisons sur les politiques de sécurité publique, c'est la centralisation du dispositif policier français. Ce qui a quand même un certain nombre d'effets, puisque Alexandre Rode a parlé de la réorganisation de la réponse d'État en lien avec les questions du terrorisme, ce qui fait que les effectifs de sécurité publique ont été également touchés directement par cette réorganisation. Là où la centralisation est beaucoup plus faible et d'une certaine façon la séparation entre les unités en charge du terrorisme et celle en charge de la sécurité du quotidien est beaucoup plus forte dans les pays européens, dans les autres pays européens, ce qui pose une vraie question sur comment est-ce qu'on lie ces deux dimensions et ces différentes organisations en charge de ces aspects complètement contrastés de ce qu'est l'insécurité des personnes sur le territoire. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Non, mais effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que bien évidemment, la sécurité, c'est... alors, vous parliez des peurs, hein, Jacques de Maillard, et c'est vrai que la peur, désormais, des attaques terroristes est sans doute présente aussi. Vous évoquiez le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir parfois dans les transports ou dans d'autres lieux, certainement désormais qu'en plus de la crainte d'une agression, peut-être que la peur du terrorisme peut s'agréger là-dessus. Je trouve ça très intéressant aussi de ce que ça veut dire de la relation de la police et des forces de l'ordre plus globalement au quotidien auprès des citoyens. Et il y a peut-être, et je vais poursuivre un petit moment avec vous, justement, Jacques de Maillard, peut-être que aussi il y a une méconnaissance du rôle peut-être des forces de l'ordre. Enfin, est-ce que les citoyens vraiment connaissent le rôle des forces de l'ordre, ce que font les forces de l'ordre, comment elles procèdent? Bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a un dispositif, vous le savez, extrêmement compliqué. Hein, on a des forces d'État qui sont beaucoup plus prégnantes en France que dans la plupart des autres pays européens. Et ce qui fait la singularité de la France, c'est qu'y compris sur les questions de sécurité publique, donc de sécurité du quotidien, ce sont la gendarmerie pour les zones rurales et périurbaines et la police nationale pour les zones urbaines qui jouent le rôle central. Mais pourquoi je ne disais pas du tout? Parce que vous avez vu le développement des polices municipales depuis maintenant 35 ans. Hein, le nombre de policiers municipaux a été multiplié par 4. On a aujourd'hui 24 000 policiers municipaux. Ce qui pose bien évidemment des questions très forte sur l'identification par la population de qui fait quoi. A été inventée la notion assez générale de continuum de sécurité pour justement identifier cette difficulté, où s'arrêtent les missions d'une police municipale et où commence celle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, qui est en charge, par exemple, des tapages nocturnes. Et bien dans un certain nombre de villes, on se rend compte que les policiers nationaux, parce qu'ils ont beaucoup de missions liées à la police d'État, par exemple, raccompagner dans un centre de rétention administrative quelqu'un qui est en infraction avec la législation sur les étrangers, qui sont très chronophages, peuvent en définitive déléguer ces missions de police du quotidien aux polices municipales. Et ça, souvent, pour les gens, ce n'est pas très bien identifié. Et je dirais que autre enjeu, c'est que pour beaucoup des citoyens, toutes ces questions de tranquillité publique, elles renvoient à quoi? Elles renvoient au vivre ensemble. Elle renvoie à la cohésion sociale, elle renvoie à la paix, et souvent vers qui ils se tournent? Ils se tournent vers le maire. Ils se tournent vers le maire, or le maire a traditionnellement très peu de moyens, puisque le maire a un pouvoir indirect. Donc, ce qui a conduit au développement des polices municipales, mais toutes les villes de France ne sont pas Nice. C'est-à-dire que Nice, vous avez plus de policiers municipaux que de policiers nationaux, mais la plupart du temps, la capacité d'action des maires est limitée. Ce qui pose véritablement un enjeu de clarification des missions, de lisibilité des missions pour les citoyens et de
coordination, parce que vous avez bien évidemment le problème très important du risque de recouvrement, soit de recouvrement. Tout le monde veut faire l'interpellation. Donc, en fait, les polices municipales font des interpellations, elles amènent des mises à disposition, et puis c'est la police nationale qui traite. Ou, au contraire, on se refile la patate chaude, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qui n'est pas valorisant. Par exemple, ivresse publique manifeste. Qui a envie de prendre en charge les ivresses publiques manifestes, hein? Vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui vomit dans votre véhicule quand vous êtes policier municipal ou policier national. Donc, toutes ces questions-là, ça pose des enjeux très importants de cohérence de l'action publique. C'est intéressant, je vous posais cette question à dessein, je vous avoue, parce que je voulais vous amener à parler de la question effectivement, de la répartition des rôles et cette méconnaissance. Je trouve qu'elle a été particulièrement visible dans la gestion de la crise des Gilets jaunes, parce que, en fait, sur la question de qui assure le maintien de l'ordre et dans quelles conditions, et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu de flou qui a été notamment entretenu par l'intervention aussi non plus seulement de gendarmes mobiles, mais également de policiers de la BAC, par exemple, lors des manifestations. Peut-être là-dessus, Alexandre Rode, nous dire un peu en temps normal qui est chargé du maintien de l'ordre dans une manifestation en France. Alors, habituellement, on a 2 unités qui sont en charge du maintien de l'ordre en France, soit des escadrons de gendarmerie mobile. C'est un escadron de gendarmerie mobile, c'est 72 gendarmes qui se déplacent ensemble sur un lieu pour faire du maintien de l'ordre, ou une compagnie CRS, après un effectif quasiment équivalent. C'est ce qu'on voit d'habitude. Pour ce qui est de la crise des Gilets jaunes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait face à un événement qui est inédit, et d'une ampleur qui n'était pas anticipée et assez différente, que ce soit dans sa répartition géographique, et dans les questions de la volume de manifestation, et surtout de la façon dont elles se déplacent, de la façon dont elles agissent, qui n'était pas anticipée. On voit globalement 2 phénomènes pour le phénomène des Gilets jaunes. Le phénomène des ronds-points. On a à son apogée 800 ronds-points ou axes qui sont tenus, ou du moins sur lesquels il y a une présence gilet jaune, avec, encore une fois, des situations qui se passent bien dans le calme dans l'Ouest, et des situations qui sont plus violentes et plus difficiles. Et à côté de ça, on a des manifestations alors, qui ne sont pas gigantesques en termes d'ampleur. On parle entre 300 000 parmi les plus grosses manifestations à 100 000 pour les manifestations moyennes sur les premiers actes. Mais qui ne sont pas encadrées comme elles ont pu l'être, pas avec un service d'ordre, avec une présence parmi des manifestants qui peuvent être, eux, légalistes, disons, et qui utilisent leur droit à manifester, de manifestants beaucoup plus violents, qui ont une volonté de casseurs. On a vu des conflits qui se sont créés entre les Gilets jaunes, disons, historiques, et une partie des casseurs qui l'avaient rejoint, notamment pendant l'acte 4. Et on a une série de dégradations violentes sur les actes 2, acte 3, acte 8 et acte 18, avec des incendies, des saccages qu'on a pu voir, etc. Donc, à ce moment-là, on a aussi un déploiement de force qui est extrêmement important. On a à peu près 109 escadrons de gendarmerie mobile qui sont sur le sol français, on a 106 qui sont déployés pendant la crise des Gilets jaunes. Ça reste inédit et donc difficile à gérer. Donc, effectivement, on a besoin de renforts de policiers, donc ce n'est pas la mission principale. On parle des CSI, on parle des BAC par exemple, mais encore une fois, qui sont formés à la question et qui sont déployés parce qu'encore une fois, on a une volonté de renfort et d'arriver à gérer une manifestation de la façon la plus paisible possible et de la façon la plus légaliste possible, pour évidemment éviter les dégradations, les blessés des 2 côtés. Encore une fois, une forte présence policière, c'est aussi une capacité de pouvoir répondre avec plus de moyens et donc moins de risques pour les 2 côtés, que ce soit la police, la gendarmerie ou les manifestants. Alors, c'est vrai que la question du maintien de l'ordre et du schéma du maintien de l'ordre s'est posée après les Gilets jaunes, se pose encore, puisque le ministre de l'Intérieur a précisé les nouveaux contours. Il y a quelques jours, François Saint-Pierre, vous évoquez cette question du mouvement des Gilets jaunes dans votre ouvrage, dans ce que ça pose comme question, effectivement, en termes de maintien de l'ordre, dans ce que ça pose aussi comme question en termes de judiciarisation des manifestations, avec des interpellations en cours de manifestation, des interpellations aussi préventives. C'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien vous entendre. Oui, bien sûr. Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans notre débat, c'est le discours qu'on vient d'entendre de vous deux, c'est que ce sont des discours de professionnels qui savent parler de ces sujets de façon pragmatique avant d'en parler de façon théorique, voire idéologique. Et très souvent, on invoque la sécurité ou l'insécurité comme un argument idéologique et bon, on tourne en rond. Il s'agit de questions de professionnels. Il y a des techniques de maintien de l'ordre,
il y a de la gestion des forces de l'ordre. Il s'agit aussi d'une approche sociologique, on a entendu, avec des questions subjectives de sentiment d'insécurité dans des quartiers, et puis surgit tout d'un coup la question, une émeute dans une banlieue, et puis là, les gilets jaunes. Donc, il y a toujours quelque chose d'imprévu face auquel il faut réagir. Alors, c'est jamais très évident de réagir à chaud, surtout face à une flambée de violence. Moi, je me souviens, j'étais à Paris le deuxième samedi des Gilets jaunes, et j'ai ressenti vraiment ce que ça pouvait être une insurrection populaire avec toute sa violence et sa haine qui se déchaîne. C'était quelque chose de très impressionnant. Néanmoins, je pense qu'il y a eu 2 temps dans la crise des Gilets jaunes. Je me place du côté du maintien de l'ordre. Avant et après janvier, sauf erreur de ma part, c'est 2019, parce que les années passent tellement vite que je me trompe un peu. C'est ce boxeur, M. Détinger, qui, sur la passerelle, boxe. Ce type est sauf erreur de ma part, un champion lourd, léger, ancien champion, et il se met à boxer les gendarmes qui sont face à lui et qui reculent. Il recule pas par faiblesse, il recule par tactique, pour éviter une confrontation directe. Et peu après, il y a cette attaque avec des Black Blocs autour du rond-point des Champs-Élysées, et donc une dégradation de l'Arc de Triomphe, et puis des attaques des immeubles bourgeois du quartier. Et les témoins racontent la peur qu'ils ont eue, pour le coup, de voir des débuts d'incendie sur les portes. Donc un phénomène tout à fait majeur. Et il y a eu, je date, mais c'est là mon point de vue d'observateur, si vous voulez, de cette époque, un changement de doctrine du maintien de l'ordre. Je rappelais que face à ce boxeur, les gendarmes reculent très rapidement. Eh bien, il est dit il faut aller au contact, et cela coïncide avec à peu près la nomination du préfet l'allemand. Et donc là, nous avons un changement de doctrine et tout d'un coup, une réaction beaucoup plus brutale des forces de l'ordre contre les manifestants. Alors ça se traduit par des matraquages, et donc une réaction va se faire entendre dénonçant des violences policières, avec une polémique. Oui ou non peut-on parler de violences policières? Et le gouvernement, Mme Belloubet à l'époque, M. Darmanin, vont dire non, il n'y a pas de violence parce qu'il n'y a pas de stratégie de violence. Oui, mais les armes employées par les forces de l'ordre à ce moment-là, que ce soit les grenades ou les LBD, les fusils courts, font qu'il y aura une trentaine de personnes qui vont être amputées d'une main pour avoir ramassé par terre une grenade, ce qui est une idiotie totale, évidemment, mais tout de même, ou bien éborgnées par des tirs de balles reçus dans la figure. Moi, je vais vous dire, je suis un type classique. J'exerce un métier, j'essaye de le faire pour le bien commun, pour la défense des libertés. J'ai été absolument sidéré par la violence, l'impact, les blessures provoquées sur ces gens qui manifestaient. Et même s'ils se livraient à des violences, même s'ils ramassaient des grenades à terre, eh bien, je pense qu'il y a une disproportion des moyens employés. Et dans cette situation-là, je me rappelle encore du président Macron dire « Oh, il n'y a pas eu, rien n'est irréparable. » Ah bon? Une main amputée? Un œil énucléé? Non. Je crois qu'il y a eu une disproportion des moyens. Et c'est allé au-delà, parce que quand le préfet allemand, il ne croyait pas que j'en fasse une affaire personnelle, que je lui fasse un procès d'intention, enfin, tout le monde l'a vu, apostropher une gilet jaune, lui expliquant de façon assez bonhomme son point de vue, lui répondre « Ah, madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Et quelques jours après, il répondait à une journaliste du Monde qu'il se comparait au général Gallifet, de triste mémoire, puisque ça avait été le général en charge de la répression des communards en 1870. Alors là, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas assurer le maintien de l'ordre en désignant une catégorie de population comme ennemie. Et là, on est passé de questions extrêmement tactiques de rapport de la police à la population à une sorte d'idéologie
contre-insurrectionnelle où on s'est mis à employer des termes pour désigner des ennemis. Alors, M. Mélenchon est devenu un ennemi de la République, première nouvelle. Dans les facs, il fallait faire la course aux islamo-gauchistes, et c'est ainsi qu'on va diaboliser une partie de la population. Moi, je pense que nous avons vécu évidemment une période extrêmement difficile avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a été étouffé, non pas par cette stratégie, mais par l'explosion de la pandémie. Hein. Ça a tué le mouvement social, alors là, ça l'a soufflé. Bon. Et ensuite, se sont posées des questions, on y viendra, je pense, dans un instant plus tard, si vous le voulez bien, sur les questions de sanitaires qui ont posé des problèmes de liberté fondamentale d'une autre nature. Mais je dis que dans ce climat que nous avons traversé excessivement difficile, eh bien, nous avons vu se transformer le rapport de la population à la police et réciproquement, au point que lorsque vous évoquiez les attentats de novembre, eh bien, les policiers étaient acclamés par les gens dans la rue. Hein, les gilets jaunes les insultaient en leur disant d'aller se suicider. Enfin, on est passé d'une vraie cohésion de la population avec la police à une détestation et qui semblait réciproque. Et je vous dis que moi, j'exerce la profession d'avocat, je rencontre des policiers très souvent et je n'ai rien d'antisystème, hein, que les choses soient bien claires. Mais nous avons vécu une crise qui a été, à mon sens, fort difficilement gérée par le gouvernement. Et ça, c'est un problème qui est très inquiétant. Jacques de Maillard, François Saint-Pierre parlait à l'instant de la relation entre la police et la population et à quel point elle aurait pu être altérée par la réponse au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que de votre point de vue de sociologue, ça se vérifie effectivement? Est-ce que la relation entre la population et la police est entamée? Peut-être la première chose, c'est que j'aimerais dire que je rejoins ce que vient de dire François Saint-Pierre sur la gestion du maintien de l'ordre. Quand vous avez une personne décédée, 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 11 000 tirs de LBD, 1000 personnes condamnées à de la prison ferme, 1200 personnes condamnées à de la prison avec sursis. Enfin, la répression du mouvement a été absolument considérable. Alors, bien évidemment, on pourrait dire, enfin, il faut tenir compte du contexte. Tenir compte du contexte, c'est de dire qu'on a de nouvelles formes de mobilisation. On déclare moins les manifestations qu'on le faisait dans le passé. On a aussi des mouvances, ça a été dit, je crois, par Alexandre Rode, des mouvances anarcho-autonomes, radicales dans la... On a aussi une hostilité ouverte vis-à-vis de la police, ça a été dit sur ce boxeur. Malgré tout, il y a un enjeu, un acquis de l'histoire du maintien de l'ordre. On a parlé de pacification dans les années 80 et 90, notamment, mais l'acquis de l'histoire du maintien de l'ordre, c'est justement que le manifestant, c'est un citoyen momentanément en colère. Ce n'est pas un ennemi. Et donc, ce qui a reposé sur la pacification, la désescalade des années 80 et 90, qui est quand même une histoire de longue durée, qui n'est jamais une histoire complète, hein, vous pouvez avoir des contre-coups, et on en vient, elle a reposé quand même sur le contact permanent avec les manifestants, avec les organisateurs, sur la collecte d'informations en amont, sur la sous-application de la loi. Donc, on a été dans un contexte, pour partie aussi, parce que le contexte médiatique, vous voyez, quand vous avez sur BFM TV, le samedi après-midi, des magasins qui brûlent et que le ministre de l'Intérieur est devant son poste de télévision, vous avez une sorte d'hystérisation du conflit. Et quand vous avez en plus des réseaux sociaux qui filment des manifestants en train de se faire frapper par des forces de l'ordre, et de l'autre côté, des forces de l'ordre qui font circuler des vidéos où ils sont frappés par des manifestants, enfin, vous voyez que vous avez le contexte d'une dégradation de la relation. Donc, je voulais signaler, parce que je pense que là, il y a vraiment un enjeu structurel de meilleure adaptation des forces de l'ordre à de nouvelles formes de mobilisation, moins organisées, où la question de la désescalade
telle qu'elle est traitée par beaucoup d'autres polices européennes, hein, je pense à l'Allemagne ou l'Angleterre, mais à beaucoup d'autres, est vraiment une priorité qui doit être centrale. Alors, si on revient à la question que vous posiez, ce qui a été quand même frappant dans cet épisode-là, c'est que la part des gens, quand on leur posait la question, qu'est-ce que vous pensez du maintien de l'ordre, la part des gens qui considéraient qu'il était trop violent a été importante. C'est-à-dire qu'une majorité de la population a considéré que le maintien de l'ordre était trop violent. J'ajoute aussi que pour les Gilets jaunes, c'était une population qui n'était pas du tout habituée à manifester pour beaucoup d'entre eux. Et en fait, ça a, pour beaucoup d'entre eux, transformé leur rapport à la police. C'est-à-dire que c'était une population assez légitimiste qui s'est retrouvée beaucoup plus critique. Et pendant un temps, je crois que ça a été dit, même la mobilisation a pu être alimentée par les critiques vis-à-vis de la police. À un moment, quand ils ont eu un manque de souffle. Bon. Et donc ça c'est ce qu'il faut arriver à éviter. Dans un système politique, quand la police devient la source de la mobilisation, on n'est pas dans une situation pacifiée. Alors pour autant, pour continuer de répondre à votre question, les variations, elles sont sous la forme de pics, d'augmentation ou de baisse, mais en même temps, on a une certaine forme de stabilité. Avec des collègues, on a fait une synthèse de toutes les enquêtes d'opinion sur la confiance, la satisfaction, l'opinion positive vis-à-vis de la police. Ça varie beaucoup sur de courtes périodes, mais globalement, ça se situe entre 58 et 74%. C'est très haut. Après, c'est beaucoup Vous voulez plus dire haut de personnes qui ont une vision favorable des forces de l'ordre? Voilà. Après, je vais... Donc, voilà, confiance, opinion positive, satisfaction. C'est bien sûr beaucoup plus haut après les attentats de janvier 2015 et c'est très bas après l'affaire Zecler. Je vous rappelle ce producteur qui a été tabassé par des policiers dans le 17e arrondissement. Mais globalement, il y a une certaine stabilité parce que au sein de la population française, de façon générale, il y a une certaine forme de légitimisme sur l'idée même de police. La plupart d'entre nous, on n'a pas affaire à la police, très rarement. Et donc, les gens qui n'ont pas affaire à la police sont globalement plutôt favorables à la police, d'autant plus favorables qu'ils en partagent aussi les difficultés, ils voient les difficultés auxquelles sont confrontés les policiers. En revanche, donc il y a globalement un soutien général diffus. En revanche, le soutien spécifique, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes satisfait de la police dans votre territoire, ou est-ce que vous avez été, ou est-ce que vous considérez que la police est juste et impartiale, là, le niveau de satisfaction baisse quelque peu. Et donc ça pose un enjeu sur lequel on pourra peut-être revenir, mais qui est la qualité de service offerte par les services de police en France, la qualité du service public en définitive. Alexandre Rode, sur à l'instant, on entendait Jacques de Maillard évoquer la nécessité peut-être d'une meilleure adaptation face à de nouvelles formes de mobilisation. C'est un constat que vous partagez. Est-ce qu'il y a à repenser, d'ailleurs le gouvernement s'y est attelé, à repenser le schéma du maintien de l'ordre? Je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, mais ce qu'on peut en dire, et qui je pense est important de le répéter, c'est qu'encore une fois, la menace, quelque forme qu'elle soit à prendre, que ce soit de la manifestation violente, du terrorisme ou les insécurités du quotidien, elle évolue et elle change. Et à partir de là, on doit adapter nos méthodes pour y répondre de la meilleure manière, de la manière la plus démocratique possible et de la manière la plus efficace possible également. Donc, de façon évidente, si les manifestations changent, il faut s'y réadapter. Il y aura un temps de réadaptation, qui est une période toujours difficile des deux côtés, parce qu'on doit réadapter des méthodes et des techniques pour arriver à maintenir une cohésion nationale et une question démocratique. Moi, je pense que sur les Gilets jaunes, il y a un certain nombre de points que je voulais préciser. D'abord, le fait que, comme au début, il y a deux populations pour les Gilets jaunes, celle des ronds-points, avec qui les rapports ont peut-être été plus attardés au début, mais c'est des situations qui se sont pacifiées au fur et à mesure du temps, parce qu'il y avait un contact local, parce qu'il y avait une capacité à échanger, et un facteur de désescalade qui s'est stabilisé sur les ronds-points au fur et à mesure, et la population manifestante, notamment dans les grandes villes, qui, elle, en revanche,
a été plus compliqué, le rapport a été plus conflictuel. Encore une fois, il y a des précisions à faire. L'utilisation, que ce soit du LBD ou de la grenade lacrymogène en général, elle est nécessaire pour éviter justement d'aller au contact des manifestants, d'aller physiquement au corps à corps, ce qui fait qu'il peut comment dire, causer des dommages des deux côtés, et ce qui permet de créer une distance qui limite le nombre d'impactés et le nombre de dangers, que ce soit des forces de l'ordre ou des manifestants. Encore une Il y a fois, tout de même eu, Jacques de Maillard et François Saint-Pierre le rappelaient, en termes de, vous disiez limiter les impacts, en termes d'impact, il y a quand même eu de nombreuses personnes épargnées. Encore une fois, on parle de 19 000 tirs de LBD en 6 mois, ce qui est gigantesque, qu'on n'a jamais vu avant. Pour, comment dire, si je ne me trompe pas, les chiffres ministères intérieurs, c'est quelque chose comme 120 plaintes déposées pour une blessure grave, qui est évidemment toujours tragique quand elle arrive. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout de nier ce qui peut arriver aux manifestants. Et environ, si je ne me trompe pas, une quinzaine de personnes qui auraient une perte de la vision d'une façon ou d'une autre. Si à chaque fois, évidemment, c'est tragique et pour que ça soit évité à tout prix, parce qu'encore une fois, c'est une obsession des forces de l'ordre, et pour de bonnes raisons, parce que c'est notre métier, enfin, c'est leur métier et notre problématique, elle reste quand même relativement rare dans l'incident. Encore une fois, il faut y réfléchir pour essayer de les limiter et de les adapter. L'usage, par exemple, de la grenade F4, de la lacrymogène, qui a été malheureusement la cause de perte de main par des gens qui ont ramassé la grenade au moment où elle détonnait, apparemment a été supprimée à partir de 2020 et a été effective à partir de 2021. Encore une fois, il y a une réadaptation du processus. Parce que, comment dire, le policier ou le gendarme qui intervient en maintien de l'ordre est un professionnel et qui veut, comment dire, le faire de la façon la plus pacifique possible, en essayant, si possible, la désescalade, et au mieux de limiter les moyens, comment dire, d'action ou d'usage de la force, parce qu'il sait évidemment que ce n'est pas la fin souhaitée à une intervention, quelle qu'elle soit. Alexandre Rode, il y a eu donc, quand même des conséquences après ces épisodes de violence, et notamment des violences policières pendant les Gilets jaunes. Le Beauvau de la sécurité a ensuite été convoqué. Quel regard vous portez sur cette initiative? Alors, je pense que c'était une initiative qui était souhaitable et qui a montré une sorte de pistes de réflexion qui sont intéressantes et qui sont pertinentes. La question de la refonte de la procédure pénale, par exemple, c'est une question qui est débattue longuement dans les forces d'ordre. Encore une fois, on peut diverger de point de vue sur ces questions-là, mais on a un nombre notamment de gendarmes, dans des brigades territoriales, qui sont bloqués à leur bureau avec un nombre de procédures qui s'accumulent, ce qui, comment dire, empêche une résolution satisfaisante pour la personne qui vient porter plainte et une capacité de déployer ce gendarme sur le terrain pour faire du contact, pour, comment dire, faire son travail de surveillance et de gestion de la voie publique. La loi de programmation financière, c'est une bonne chose, encore une fois. Si on peut sanctuariser des budgets, en général, ça me permet de stabiliser l'action et de proposer des choses. L'augmentation de la formation, c'est quelque chose qui est souhaité par les forces de l'ordre, je pense par comment dire, le public également, et par le ministère de l'Intérieur. Donc autant en profiter. Les forces de l'ordre le répètent, j'ai eu la chance d'intervenir régulièrement chez eux, elles veulent être plus formées, elles demandent plus de formation, et malheureusement, elles ont du mal à sanctuariser des temps pour ces éléments-là. Pourquoi? Parce que le service demande beaucoup de choses et que c'est souvent des temps qui sont pris sur le temps de formation. L'augmentation des effectifs en patrouille, c'est plutôt une bonne chose aussi. Encore une fois, plus de policiers ou de gendarmes en patrouille dehors, c'est plus de contact avec la population, c'est de faire de la prévention, de faire de l'anticipation, de mieux connaître leur territoire et d'agir de plus efficacement. Donc, c'est plutôt de bonnes idées mises en place dans un contexte difficile, encore une fois. Je rappelle que les violences envers les forces de l'ordre ont largement augmenté, non pas depuis 2015, c'est une période qui était particulière, mais depuis globalement les années 2000. On voit une multiplication par 2 des cas de violence contre les forces de l'ordre, une augmentation de 40% entre 2009 et 2019, avec environ 85 agressions par jour de forces de l'ordre sur le territoire français, avec ce qui fait à peu près 37 000 agressions par an et 8 000 blessés, que ce soit policiers ou gendarmes. Donc encore une fois, dans ce contexte particulier-là, l'idée d'une réflexion et de, comment dire, et surtout celle qui a été donnée est plutôt bien amenée et me paraît pertinente pour la suite de la sécurité publique. François Saint-Pierre, sur la question de les rapports entre la police et la justice, le temps des procédures qui revient souvent de la part des forces de l'ordre comme étant perçu comme une entrave parfois à leur travail. Quel regard portez-vous sur ce point précis? Bon, alors il y a un sujet d'actualité. Le slogan, c'est la simplification de la procédure pénale. Bon. Je pense qu'il faut observer là aussi les choses de façon assez rationnelle,
avec compétence hein, et puis bienveillance, ça me semble essentiel. Quand j'entends le président Macron dire, vous voyez, c'est trop compliqué la procédure pénale, par exemple, on fait une distinction entre les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance, il faudrait supprimer ça. Je vais traduire, c'est très simple. En enquête de flagrance, les policiers ont des pouvoirs de perquisition, d'arrestation, de fouille qu'en enquête préliminaire, ils n'ont pas. Alors, qu'est-ce que veut dire notre président? Que bon, il faudrait que la police ait plein pouvoir tout le temps, partout, sans aucune circonstance d'urgence? Je rappelle ici que le Conseil constitutionnel a jugé que les pouvoirs de la police en enquête de flagrance ne se justifiaient que par l'urgence de la situation, la nécessité d'une enquête. Il y a une donnée fondamentale, c'est qu'il y a tellement une tension si forte dans ces questions que l'intervention de la justice, des juges, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme, de ces grandes juridictions, est absolument essentielle pour contenir les impulsions du pouvoir exécutif voulant assurer à tout prix la sécurité au mépris des libertés. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, nous avons assisté à des pratiques de nassage des manifestants, hein, qui consistaient pour les forces de l'ordre à réunir, par exemple sur une place publique, dans un angle de la place, une quantité de manifestants pour pouvoir les interpeller et les placer en garde à vue. La question s'est posée de savoir si ces gardes à vue dites préventives étaient légitimes ou pas. C'est une question qui finalement n'a pas vraiment été jugée puisque par définition les manifestants étaient libérés après à l'issue de la manifestation. Enfin, on a quand même eu des personnes qui ont été privées de liberté pendant une journée à 2 journées sans que finalement on sache si oui ou non on pouvait leur reprocher quelque chose de précis. Les nassages ont été interdits par le Conseil d'État qui a annulé le plan de maintien de l'ordre à cet égard. Donc on voit bien que des procédures sont toujours nécessaires pour que la force ne soit pas trop brutale. Je continue. Pendant le confinement, le ministre de l'Intérieur avait passé commande d'environ 650 de mémoire drones de surveillance policière pour quadriller les rues par les airs et surveiller la population. Il y a de quoi devenir dingue et développer des syndromes extrêmement perturbants d'être surveillé par des robots volants en permanence dans la journée. Nous avons en permanence besoin de remettre en cause ces moyens de surveillance policière et c'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel en interdisant, en annulant dans la loi sécurité globale qui avait été votée à l'initiative du ministre de l'Intérieur, l'usage de drones de cette façon-là. Donc, il y a toujours à arbitrer cela. Je reviens donc d'un mot à votre question, en fait, qui est de savoir si oui ou non les procédures sont une entrave à l'action de la police ou pas. Mais bien entendu que les procédures sont destinées à canaliser les pouvoirs de la police, les pouvoirs du juge d'instruction, c'est le propre même de la procédure. Mais pour aller régulièrement en garde à vue, assister des clients dans des services de police d'ailleurs variés. Et j'étais l'autre jour dans l'un de ces prestigieux services, l'OCLIF, l'Office central contre la corruption, avec des fonctionnaires hyper compétents et motivés. C'est certain que ça prend un certain temps de procéder aux interrogatoires de forme, dirais-je, hein, des personnes qui sont là. Mais faisons le point. D'abord, cette sophistication de la procédure date des années 1990, puis 2010, date de l'intervention des avocats dans les commissariats de police. Est-ce un bien ou un mal? Je dis, mais alors bien clairement, que c'est quelque chose de tout à fait positif, non seulement pour la défense des personnes, mais pour que la justice fasse un travail de qualité. Bon, j'ajoute que nous sommes en pleine phase de numérisation des procédures pénales et ça, c'est un facteur d'accélération, de facilitation du travail qui est considérable. Et les policiers ont des grilles d'interrogatoire, etc.
je crois néanmoins que les logiciels sont tellement datés que le procès-verbal risque de s'effacer parfois. Ça, c'est un sujet qui, à mon avis, si le ministère de l'Intérieur dotait tous les services de Mac plutôt que de PC qui datent d'avant-garde, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, donc oui, il y a des problèmes de surcharge procédurale des services et je ne suis absolument pas opposé naturellement à une réflexion sur la facilitation du travail des policiers. Mais dire « Ah ben, j'ai la solution miracle, on prend le code de procédure pénale, on le fout à la poubelle », c'est ce qu'a proposé le président Macron à son ministre de la Justice. Comment s'appelle-t-il celui-là déjà? Monsieur Dupond-Moretti. Eh bien, non, c'est vrai. On est dans une phase, là, on aborde un autre sujet, qui est l'hystérisation des rapports du gouvernement et particulièrement du ministre de la Justice avec la magistrature. Et là, franchement, c'est un facteur de déstabilisation que je ne partage absolument pas et bien au contraire, que je condamne de là où je suis, bien sévèrement. Monsieur Darmanin subit d'autres critiques, mais lui au moins, il défend la maison de police, là, sans embâge. Hein. Bon. Monsieur Dupond-Moretti, c'est le contraire. Hein. C'est l'insulte, la violence, l'intimidation, et au final, pour faire quoi? On attend toujours un résultat quelconque. Donc attention, cette histoire de simplification de la procédure pénale est extrêmement insidieuse. Il ne s'agit absolument pas de supprimer les garanties fondamentales que toute personne doit avoir face à l'institution judiciaire et à la police. Jacques de Maillard, je voudrais vous solliciter également. Je vous vois prendre des notes depuis tout à l'heure, donc j'imagine que vous avez des choses à dire et des réactions à nous partager. Oui, bon, vous savez, le prof reste un étudiant toute sa vie. Hein. Donc, Dans la prise de notes, vous voulez dire. Non, je note avec intérêt et j'acquiesce également de cette question-là. Hein. Un ministre qui réforme, ce n'est pas un ministre qui insulte, c'est un ministre qui est capable de susciter la confiance et qui est capable de prendre le temps. Et ça, c'est, je crois que vous avez parlé d'apaisement, ça me semble être une dimension absolument cruciale sur des sujets aussi délicats qui impliquent autant d'intérêts différents. Et de ce point de vue-là, oui, le Beauvau de la sécurité était déjà une démarche beaucoup plus intéressante, puisque vous rentrez dans des négociations sur une période de plusieurs mois autour de la définition d'une loi de programmation. Alors, c'est difficile d'en parler parce que la loi de programmation est en train d'être adoptée. Et donc, en fait, le Beauvau de la sécurité n'est pas terminé en définitive. Oui. Les négociations continuent. Alors, pour compléter ce que disait Alexandre Rode, moi, je dirais plusieurs éléments. Point positif, c'est effectivement d'avoir su prendre le temps. Point négatif, c'est de l'avoir fait trop tard. C'est-à-dire que vous le faites alors que des élections présidentielles vont avoir lieu. Enfin, en définitive, ce travail aurait dû être fait en début de quinquennat plutôt qu'en fin de quinquennat. Deuxième point, c'est l'ouverture à la société civile. C'est-à-dire que ce qui domine le ministère de l'Intérieur, c'est la cogestion. La cogestion entre les meilleurs ennemis que sont le ministère de l'Intérieur et les syndicats, l'administration et les syndicats. Or, la question de la sécurité de la police, c'est une question qui est beaucoup plus large que cela. La société civile, au sens les associations, au sens les collectivités territoriales et même au sens les universitaires qui travaillent sur ces questions, ont été des acteurs assez peu sollicités par le Beauvau de la sécurité. Et il ne vous a peut-être pas échappé que de nombreuses associations d'élus, Forum français pour la sécurité urbaine, l'AMF, ont émis un communiqué assez critique sur le résultat du Beauvau de la sécurité, car trop étato-centré. La sécurité dans les territoires, ça implique des partenariats, ça implique des coopérations, de la coordination, et tout ça, c'est rendu périphérique dans une négociation qui est d'abord et avant tout entre l'administration et les syndicats. Alors j'en parle avec prudence parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que deviendront un certain nombre de propositions dans la loi de programmation. Je note quand même un second point
c'est qu'avant le Beauvau, le président de la République avait, avant le Beauvau de la sécurité, vous avez un producteur qui a été tabassé. Enfin, ça fait partie du contexte de lancement. La question de la déontologie policière était absolument centrale. Le président de la République a fait une interview pour le Média Brut en décembre 2020, dans lequel lui-même indique, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, qu'une partie de la population, que la déontologie est une priorité, et qu'une partie de la population est surcontrôlée par rapport au reste. Ces propositions-là ont suscité la colère d'un certain nombre de syndicats, mais c'est quand même une parole, la déontologie et le surcontrôle, c'est une parole qui est portée par le président lui-même. Or, je fais le constat que dans le Beauvau de la sécurité, cette dimension-là, qui me paraît centrale pour une police moderne, c'est-à-dire une police qui est à la fois équitable et déontologique, ne sont pas au cœur des propositions. Alors avec la prudence que j'indiquais, hein, il est trop tôt pour juger définitivement, mais ce qui était central au départ ne l'est pas à l'arrivée. Alexandre Roy, sur cette question de la déontologie au sein des forces de l'ordre, vous qui côtoyez les forces de l'ordre au quotidien en tant que formateur, comment ont été reçus notamment les propos du chef de l'État qu'évoquait à l'instant Jacques de Maillard? Moi, je les fréquente en tant que formateur et j'ai la chance de pouvoir interagir avec eux. Je ne suis pas syndicaliste sur ces questions-là et je ne peux pas répondre sur la façon dont ils réagissent ou ce qu'ils pensent entre eux. Encore une fois, on peut le voir, hein, ils ont une vraie volonté d'être formés, comme je le disais, c'est une vraie question pour eux sur tous les sujets. Ils sont volontaires et dynamiques sur ces questions-là. Ils ont une grande fierté de leur métier, ils ont une vraie volonté de bien faire les choses et de le montrer aussi, de montrer qu'on a une police et une gendarmerie qui s'engagent tous les jours, qui vit des actions difficiles, qui le fait dans un contexte particulier, on l'a déjà évoqué, je n'entrerai pas dans les détails. Évidemment, comment dire que c'est des sujets qui sont centraux pour une police moderne et démocratique, ce que nous faisons tous. Il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais vous solliciter, Jacques de Maillard, peut-être avant de laisser la parole aux internautes. Vous évoquiez tout à l'heure le rapport au quotidien de la police, de la population et la police, et vous étiez passé un petit peu rapidement en disant peut-être qu'on y reviendrait sur la question des quartiers populaires. En tout cas, je crois que c'est ce que vous vouliez envisager. Quel est le rapport justement de la police, de la population de ces quartiers dits populaires à la police au quotidien et aux questions de sécurité de manière plus générale? Disons que l'un des malentendus réguliers entre la population et la police, c'est que la police, les policiers ont une conception professionnelle. Effectivement, ça a été dit, c'est des gens très engagés dans leur métier, avec souvent qui se fait au détriment de leur vie privée. Mais ce qui guide un policier, un service de police, c'est souvent le code pénal et le degré de gravité de l'infraction. Tandis que pour la population, l'échelle des problèmes est différente. C'est-à-dire que ce qui peut préoccuper la population, c'est des infractions qui sont beaucoup plus bas, beaucoup plus fréquentes en revanche, mais beaucoup plus basses sur l'échelle des infractions pénales. Et donc là, vous avez un enjeu de comment est-ce que la police est capable, avec d'autres partenaires, de répondre à ces enjeux de tranquillité du quotidien, c'est-à-dire par exemple les conséquences sur la vie des habitants d'un trafic de stupéfiants. Alors, si on prend cette question-là spécifiquement des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la police, d'une certaine façon, ce qui est frappant, c'est que la police est d'abord une police d'intervention, c'est-à-dire qu'elle intervient ponctuellement dans ces quartiers-là. Elle intervient quand on fait appel à elle et quand il y a une situation de crise, enfin de crise ou d'intervention. Ce qui est éminemment difficile pour des policiers, parce que vous intervenez dans des situations conflictuelles, dans des situations d'opposition, alors qu'une bonne police, hein, il y avait des collègues américains qui distinguaient le policier comme pompier et le policier comme facteur, il faut que le policier ne soit pas que pompier, il faut aussi qu'il soit facteur.
il faut aussi qu'il soit une présence visible, acceptée, apaisante dans l'espace public. Donc, c'est une question de visibilité, mais c'est aussi une question d'accessibilité, c'est-à-dire d'avoir d'autres modes de déploiement, pas à 4 dans un véhicule, mais plutôt à 2 et plutôt une diversification. Donc, avec là, il y a des besoins en moyens plus conséquents et donc revenir à une police de proximité? Alors, bon, moi, je pense que il faut éviter, quand on parle de police, de poser la question en moyens. Moi, vraiment, je pense qu'il faut la poser. Autant pour la justice, la question des moyens est centrale. Quand on compare la France à d'autres pays européens, la justice française est mal dotée. Ce n'est pas le cas pour la police. Pour la police et la gendarmerie, c'est plus une question d'usage de ces moyens-là. C'est plus une question de mode d'action. Ce n'est pas du tout facile à réformer, hein, sinon ça aurait été fait depuis longtemps, mais il y a un vrai enjeu de modifier les déploiements, d'expliquer l'action policière. Je vais vous donner juste les résultats d'un sondage qu'avait fait un collègue et qui, à mon avis, est très intéressant. Ce que montre très bien ce sondage, c'est que quand on compare les quartiers d'habitat social au reste de la population urbaine, c'est là que les gens considèrent plus qu'ailleurs que la police laisse tout passer. Mais c'est aussi là que l'on considère plus qu'ailleurs que la police est trop violente. Donc, ce qui fait que la police, vous voyez, dans ces quartiers-là, est prise d'une part dans les contradictions de ces quartiers, mais ça pose exactement ce que doit être la police. C'est-à-dire qu'elle doit assurer une présence continue, tout en évitant le rien et le trop. C'est-à-dire que souvent dans ces quartiers-là, quand ils viennent nombreux et ils viennent dans des conditions de crise où ils peuvent avoir une utilisation de la force, voire avoir une utilisation accessible de la force. Donc d'une certaine façon, ça pose la question de normaliser, rendre acceptable, en jouant par les associations, en ayant des délégués à la cohésion police-population, etc., de rendre acceptable, de faire que la police soit dans la ville, plutôt qu'une police qui intervient de façon ponctuelle selon un modèle voilà, d'intervention, de projection et d'interpellation. Donc ça pose une question, je termine juste là-dessus très rapidement, mais voilà, comment est-ce que la police est capable de modifier ses modes d'intervention? Je souligne un point, et de penser son mandat de façon plus globale. Alors, la gendarmerie n'a pas du tout les mêmes problématiques que la police, enfin, n'a pas complètement les mêmes problématiques que la police. Mais au sein de la gendarmerie, cette question de la légitimité, de la présence continue, de la visibilité, du contact avec la population qui permet d'avoir du renseignement, c'est une question qui est centrale. Et ça, ce n'est pas une police d'hier, c'est une police de demain, cette capacité-là. Une réaction, Alexandre Rode, à ce qui vient d'être dit sur la gendarmerie, notamment, puisque ça vous concerne directement? Tout à fait. La gendarmerie a effectivement, de par la taille de ses circonscriptions, de par leur positionnement et l'importance de la brigade dans une commune ou d'une autre, a toujours fait des efforts pour créer ce maillage territorial, pour créer ce lien avec les communations. On le voit avec l'opération Présent pour les élus, qui a été lancée il y a quelques jours maintenant. Cette volonté d'engager les élus, de faire du renseignement de terrain, de connaître ces circonscriptions et d'arriver à avoir un certain nombre de relais dans la population. C'est aussi possible parce qu'il y a une implémentation longue de gendarmerie. On parle de gendarmerie, c'est parfois qui sont tricentenaires sur des sites. Donc, encore une fois, on a une présence de la gendarmerie, 300 ans sur le même site. Il y a des liens qui se créent, il y a une institution qui est reconnue et qui est connue. Dans des villages où c'est peut-être plus facile de le faire. La police, par nature, agit dans les centres urbains qui peuvent être plus difficiles, qui peuvent être plus hostiles naturellement, qui peut rendre particulier ce rapport à la population qu'on peut avoir. La gendarmerie, c'est vrai, a toujours travaillé sur ces questions-là et a pu mettre en avant un certain nombre de réussites. L'opération Présent pour les élus l'illustre encore une fois. Donc, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Je m'étais engagée à laisser la parole aux personnes qui assistent, mais j'ai un dernier point que je souhaiterais évoquer avec François Saint-Pierre. Plus spécifiquement, vous avez souhaité à plusieurs reprises évoquer la question de la gestion de la pandémie et la manière dont la question de la sécurité a été aussi au cœur de cette gestion, puisqu'il s'agit de la santé, des uns et des autres, de la sécurité à travers cette question de la santé. Et puis, il y a des décisions qui ont été prises pour gérer cette pandémie. Vous vous y attardez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Et bien sûr, se pose la question que j'évoquais tout à l'heure en introduction, de savoir si parfois, eh bien, nous devons, en tant que citoyens, accepter de renoncer, peut-être temporairement, c'est le risque sans doute, à certaines de nos libertés pour des questions de sécurité. Écoutez, nous avons évoqué le terrorisme en début de débat. En fait, quand on s'interroge sur le nombre de personnes concernées par les enquêtes de police, c'est un certain nombre limité de personnes. Nous avons évoqué les gilets jaunes. Il y avait un nombre plus important de personnes concernées, les manifestants, une population hétéroclite. C'est autre chose. Là, en mars 2020, nous avons vécu un phénomène sans précédent où des millions et des millions de Français, peut-être 70 millions de personnes vivant sur le territoire français, se sont vus interdire de sortir de leur domicile, sauf à certains moments, et collectivement, eh bien, nous avons consenti à cette injonction. Et pourquoi? Parce que le motif était la santé publique, la pandémie. C'est quelque chose sur lequel il faut nécessairement réfléchir. Les mesures qui ont été prises, là aussi, l'ont été de manière, face à un événement, était-il prévisible, en tous les cas, qui n'a pas été vraiment anticipé, sur conseil de médecins qui avaient tendance à affirmer leur pouvoir. On se souvient du souhait de certains de confiner à leur domicile les personnes les plus âgées. Et donc, nous avons consenti à cela pendant assez longtemps. Le mouvement social a été carrément soufflé pendant cette période-là. Alors, les choses ont évolué notamment avec la surveillance de la diffusion du virus ou des virus, avec des mesures de gestes barrières. Vous vous souvenez de l'imposition du port du masque, qui était présenté comme quelque chose de totalement inutile précédemment, puis du pass sanitaire, de la vaccination obligatoire. À chaque fois, le débat s'est posé de savoir si ces mesures étaient légitimes ou non, et on recule, on recule, on recule. Je ne dis pas pour de mauvaises raisons, mais finalement, on accepte de plus en plus, et finalement, le pass sanitaire est quelque chose d'extrêmement symbolique de notre acceptation à ces mesures de surveillance. Je pense que face à de telles situations, il n'y a pas de bonne solution, mais du coup, cela induit une certaine intolérance. Je le vois, des personnes qui ne sont pas forcément des anti-vaccins par idéologie, craignent cette vaccination, des jeunes femmes, notamment pour des questions de santé. Nous avons aux Antilles un très fort mouvement de réaction, de défiance envers le gouvernement français. Et là aussi, il s'agit d'imposer ces solutions-là. Donc, la pandémie a exacerbé les pouvoirs de contrôle de la population par le gouvernement, et je pense que la réaction de la population se manifestera ultérieurement, peut-être dans un temps avec des séquences plus longues dans le temps, contre ces mesures. Je prends un exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé. Pour surveiller le confinement, des maires de ville avaient sous-traité à des sociétés privées l'usage de drones policiers, de surveillance. Et j'avais été excessivement marqué par un reportage que j'avais vu sur le site internet de Nice Matin. Je lis beaucoup la presse régionale, c'est extrêmement intéressant. Et nous étions donc place Masséna, du temps, vous vous souvenez, où il fallait rédiger une auto-attestation pour sortir 1 heure par jour. La place Masséna était vide. Un homme de 35 ans promenait ses 2 bambins sur la place pendant son heure de récré. Et tout d'un coup, un drone les survole, leur intimant par haut-parleur
l'ordre de s'arrêter le temps que les fonctionnaires municipaux viennent contrôler son auto-autorisation. Et ce monsieur est interrogé par France 3, qui évidemment suivait les policiers pour faire la publicité sur cette nouvelle mesure que prônait le maire de Nice. Et il dit, c'est extrêmement choquant quand même. Et moi, je me disais, mais les gosses, comment est-ce qu'ils vivent ce genre de choses, hein? Et il ajoutait ceci, bon, mais c'est normal, il faut bien y consentir. C'était vraiment quelque chose de classique, c'est-à-dire le consentement à une forme de contrôle, d'oppression, je dirais, qui, franchement, n'était pas utile. Je redis que ces techniques de surveillance de la population, sous prétexte là de surveillance sanitaire, n'est-ce pas, ne sont pas légitimes et qu'il faut toujours réfléchir à la proportionnalité et à la dignité des personnes auxquelles elles s'appliquent. Merci. Je vous propose désormais, si certains ou certaines d'entre vous ont des questions à poser, moi je vous invite à intervenir directement si vous le souhaitez. Alors, je n'ai pas forcément la vision sur tous les... Si quelqu'un veut, prenez la parole directement, hein, si quelqu'un souhaite le faire. On m'entend là? Oui. Moi, j'aimerais bien poser la question alors, aux trois intervenants, mais c'est un peu conclusif, c'est de dire par rapport à la question, nous, notre question à Pax Christi, c'est de dire, bon, peut-être que la sécurité ne constitue pas un modèle de société et qu'il faut rechercher plutôt vers la paix. À l'issue de ce débat, qu'est-ce que chacun à votre place et avec vos prismes particuliers et très intéressants et complémentaires, qu'est-ce qui serait intéressant à s'accrocher, enfin, quels sont les noyaux durs qu'il faut garder en termes de maintien des libertés, équilibre démocratique, en même temps assurer la sécurité, où se trouvent les lignes à pas franchir, qu'est-ce qu'il faut retenir, vers quoi il faut aller. Qui souhaite répondre? Qui souhaite répondre? François Saint-Pierre a sûrement envie de répondre. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas griller mais vos collègues aussi, mes camarades. Hein, je commence, je donne une réponse. Il y a un ordre juridique, un système légal, un système de juges européens qui a été mis en place après la guerre, après la défaite du nazisme. C'est la Convention européenne notamment, qui, dans son préambule, dit qu'il s'agit de garantir en Europe les libertés fondamentales dans une société réellement démocratique. Et la Cour européenne des droits de l'homme a pris son essor, notamment à deux époques bien précises pour ce qui est de la France. En 1981, quand les gens ont été individuellement autorisés à se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme de violation de leurs droits fondamentaux en France. On pensait que ça n'allait pas donner grand-chose. Ça a considérablement développé les libertés, notamment la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais également le système judiciaire, avec les garanties des gens face au système judiciaire qui est sinon prompte à l'abus de pouvoir ou à l'erreur judiciaire. Bon. Et puis en 2011, ça fait juste 10 ans, quand la justice française, et notamment donc la Cour de cassation, la Cour suprême française, a totalement reconnu la légitimité de cette Cour européenne des droits de l'homme et demandé aux juges français d'appliquer ce droit européen des libertés fondamentales. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument crucial pour l'avenir de notre démocratie, parce que justement ce jeu judiciaire permet d'équilibrer les questions de pouvoir de l'État, notamment des services de police, de la justice, et de garantie des libertés fondamentales, avec encore des débats très sérieux et qui se discutent. Je pense notamment aux questions de données personnelles recueillies et exploitées par les services de police. Bon, je
ne rentre pas dans le détail, c'est une donnée extrêmement importante. Or, il se trouve que, et je fais une incursion dans le domaine politique, mais chacun est libre évidemment de son opinion, que ce soit les Républicains ou le Rassemblement national, je ne parle pas de l'autre, eh bien, pendant les précédentes présidentielles, donc de 2017 et celle-ci, dans leur programme, il y a une rupture revendiquée avec cette justice européenne. Je dis que ce serait une catastrophe et une régression totale. Je reconnais totalement Emmanuel Macron, son engagement européen, et je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour l'avenir. Mais quand je parle de l'avenir, ce sont les décennies à venir. Voilà, rompre ce droit européen, cette justice européenne qui a été construite après-guerre pour garantir toute récidive de l'ordre du nazisme, ce serait vraiment quelque chose d'absolument abominable. Et je dis que les responsables politiques qui revendiquent une telle rupture sont des incendiaires. On ne vous entend plus, Anne. Je n'ai pas rallumé mon micro. Allez-y, c'est à vous. Bon, enfin, Alexandre, si vous voulez... Allez-y, je oui. le terminerai. D'accord. Oui, je rejoindrai François Saint-Pierre en disant que moi, je pense on est sur des enjeux où les idées simples et clinquantes, difficilement applicables, mais ça, quand les gens qui le prononcent s'y intéressent peu, en définitive, ça me préoccupe peu, sont malheureusement une tendance fréquente sur les questions de sécurité. Et les politiques qui sont plus raisonnables, plus équilibrées, plus distanciées, plus fondées sur des faits, sur les connaissances disponibles, risquent fort d'être effacées. Et pour ça, les campagnes électorales ne sont pas toujours des bons moments. Alors, pour compléter ce qui a été dit, moi, je dirais que entre sécurité et paix, moi, je ne ferai pas nécessairement de différence forte. C'est-à-dire que pour moi, les deux ne s'opposent pas. On peut vivre en sécurité et en paix, mais tout dépend du sens que l'on donne à la notion de sécurité. Les Anglais distinguent entre thin security and thick security, la sécurité fine et la sécurité épaisse. La sécurité fine, c'est centré sur le contrôle de la criminalité. La sécurité épaisse est une conception plus large qui inclut également le vivre ensemble. Et je pense qu'on peut, si vous me demandez mes recommandations, lier la sécurité et le vivre ensemble. Ça, c'est le premier axe. Et le second, c'est de dire que sur ces questions-là, il y a un vrai enjeu de service public. La police, c'est une force, mais c'est aussi un service. Et c'est les deux à la fois. Quand je dis la police, j'inclus bien évidemment les forces de gendarmerie et les polices municipales. Et je crois que de ce point de vue-là, d'améliorer la qualité d'un service public tourné vers les usagers, en termes de recrutement, en termes de formation, en termes de doctrine, en termes d'évaluation, c'est absolument central. C'est-à-dire que tourner les forces de police vers des forces de sécurité publique qui répondent à la demande sociale de sécurité de la population. Et donc, voilà, sur tous ces angles-là, je pense que la sécurité et la paix peuvent se combiner de façon fructueuse. Alexandre Rode. Pour terminer, j'essaierai d'être bref. Moi, j'aurais tendance à dire sur cette question entre la paix, la liberté et la sécurité que la paix, c'est arriver à l'équilibre fin entre la liberté et la sécurité. Les libertés ne peuvent être mises en place et exercées pleinement que dans une situation où on est en sécurité, mais malheureusement, que la sécurité peut également être la fin des libertés si elle est mal dosée.
Donc, pour simplifier les choses, genre, sur les questions de sécurité, il faut arriver à se situer quelque part entre la naïveté et la paranoïa, et essayer d'avoir une approche qui est complexe, qui est nuancée, et qui permet de répondre de façon pragmatique aux menaces auxquelles on fait face. Si on arrive à faire ces choses-là, encore une fois, c'est une démarche continue et évolutive, on sera capable de profiter des libertés qui sont acquises et qui doivent être défendues, et d'atteindre peut-être la paix par ce biais. Bien, merci. Est-ce que peut-être il y a encore une question ou une remarque? Oui, Michel? Oui, j'habite à Nice et je suis proche des personnes qui surveillent, donc de la société civile, qui surveillent la frontière avec l'Italie et qui sont témoins de beaucoup d'exactions de la part des forces de l'ordre. Et on observe en particulier, il n'est pas bon d'être noir pour passer la frontière, c'est parce qu'on est immédiatement repéré et, contrôlé et ramené de l'autre côté. Donc on se rend compte, on sait, il y a eu des rapports qui ont été faits et comme quoi il y a deux poids, deux mesures. Voilà, ça c'est un point. Également, je suis très en lien avec l'auberge des migrants à Calais. Avec ma femme, on a recousu des tentes, etc. Voilà, on a fait les petites mains par rapport à toutes les dégradations que les policiers, les forces de l'ordre font en saccageant les réserves alimentaires, les tentes, etc. Et donc, face à ces manquements graves par rapport à la dignité humaine, il y a beaucoup de blessures. Voilà. Est-ce que l'un de vous trois souhaite réagir au propos Je de voudrais Nicolas? dire que dans ces périodes tourmentées, l'action des citoyens, des gens, et notamment dans le cadre d'associations ou de syndicats, est tout à fait déterminante pour que justement ces valeurs démocratiques et fraternelles soient actives et vives. Une autre remarque? Oui, enfin, on revient sur des questions de déontologie. Et je pense que ce que vous dites est absolument essentiel. Hein. Il y a pour les forces de l'ordre et pour les responsables politiques à qui ils rendent des comptes un enjeu absolument central d'équité, de respect de la règle de droit dans les interventions. On n'a pas parlé d'autres sujets qui renvoient à des problématiques semblables, qui peuvent être également les contrôles d'identité, mais je crois qu'il y a vraiment cette question-là que vous posez, moi, me semble absolument centrale dans un état de droit et dans la capacité qu'ont les responsables politiques à s'assurer que les comportements des fonctionnaires sont conformes à un ensemble de règles. Pour ça, je pense qu'il y a deux éléments qui doivent se combiner. C'est à la fois la dimension du contrôle, mais c'est aussi la dimension pas uniquement punitive de la déontologie. Il faut que les professionnels y croient, adhèrent, parce que si jamais ça leur est imposé de l'extérieur, c'est quelque chose dont ils font l'expérience aujourd'hui, l'idée que des politiciens déconnectés des réalités leur imposent quelque chose. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour les institutions pour arriver à faire adhérer les professionnels à une conception respectueuse des droits. Et ça me semble absolument central. Et je voulais dire une autre chose, mais qui m'est sortie de la tête au moment où je terminais ma phrase. Si j'ai 2 secondes tout à l'heure, j'y reviendrai. Est-ce qu'en attendant que vous retrouviez la fin de votre phrase, il y a une autre question ou une autre remarque peut-être?
Je n'ai pas la vision sur tout le monde. Est-ce que non? Alfonso, oui. Alfonso Zardi, qui est donc le délégué général de l'ASFESTI. Oui, bonsoir et merci de me donner la parole. Je profite pour remercier les intervenants de leurs propos et des idées qu'ils ont partagées, qu'ils ont agitées avec nous. Je m'arrête sur deux remarques qui viennent d'être faites pour poser une question. La première, c'est la reconnaissance que Maître Saint-Pierre a fait de l'importance du droit de cité, du droit européen, notamment celui de la Cour européenne des droits de l'homme, mais on peut citer évidemment aussi la Cour de Luxembourg, dans le droit applicable par les juges français, ce qui est quand même une avancée considérable, qui fait l'objet constamment et encore récemment de contestations dans certains pays, notamment la Pologne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est ce que vient d'être dit à propos, je crois que c'est M. de Maillard qui l'a dit, les idées simples qui sont difficilement applicables. Et si on parcourt certains programmes politiques, notamment des candidats à la primaire des Républicains, mais même au-delà, on se rend compte qu'un certain nombre de propositions, celles sur le référendum des immigrés et plein d'autres, sont parfaitement irréalistes sur le plan du droit et sur le plan pratique, à moins d'un bouleversement total, à moins que la France dénonce une dizaine de conventions internationales, à moins que la France quitte l'Union européenne, etc. Donc c'est du populisme vraiment de bas étage que de promettre des choses dont on sait qu'elles sont, qu'elles sont irréalistes. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est on assiste de plus en plus à une contestation de tout ce qui est pouvoir non élu. Il y a cette affirmation contestable que la seule légitimité est celle d'une élection. Celui ou celle qui n'est pas élu ne compte pas. Les juges que personne n'a élus n'ont qu'à se taire. Le président de la Banque centrale européenne que personne n'a élu n'a pas à dépasser les limites très modestes de sa tâche. Toute autorité indépendante qui, comme son nom l'indique, est indépendante des pouvoirs ne comptent pas. Les autorités anticorruption, les garants de ceci ou de cela, du fait qu'ils ne sont pas élus, n'ont pas droit de citer. C'est une conception de la démocratie qui nous vient vraisemblablement des États-Unis et qui risque effectivement de faire des dégâts considérables, puisque la légitimité des juges, justement, est contestée à partir du moment où personne ne les a élus, comme si la justice ne pouvait venir que de l'élection, sachant par ailleurs que la légitimité des élus est considérée et réputée très large et que les élus se considèrent autorisés souvent à faire tout et n'importe quoi au-dessus de la loi. Il suffit de voir leur réaction quand ils sont traînés devant un prétoire. Voilà. Donc, je pose la question si effectivement cette notion de sécurité, la paix, mais aussi la paix sociale, effectivement, n'a pas besoin, comme je le pense profondément, aussi des garanties qui viennent d'institutions indépendantes, et que l'un des dangers du populisme qui mène ensuite aux lois liberticides qu'on a contestées ne vient du fait que seul le peuple a le droit de se prononcer et ce qui vient du peuple est bon et ce qui vient des autres ne l'est pas. François Saint-Pierre, peut-être? Oui, c'est tout à fait juste, mais c'est un préconçu largement partagé qu'il n'y aurait de légitimité qu'issue du suffrage. Vous citiez les États-Unis. Les juges de la Cour suprême sont nommés et non élus, et pourtant ils sont vus comme très légitimes. La Cour suprême américaine a une influence remarquable sur la société américaine. En France, nous avions une vision beaucoup plus jacobine, et je pense que c'est issu de la Révolution française et des structures napoléoniennes qui régissent encore la société française. Et il y a un absolu selon lequel le politique prime tout, et il prime notamment le juridique. C'est partagé au Royaume-Uni. C'est la ministre de la Justice de Boris Johnson, qui s'appelle Suella Braverman, qui a eu cette formule extraordinaire pour critiquer le pouvoir des juges, qui ne seraient pas légitimes parce qu'ils ne sont pas élus. Elle a dit « le droit a capturé le politique, il faut donc libérer le politique du droit ». Je trouve cette formule remarquable. Et c'est exactement ce débat. Je pense que la culture des gens en France se développe et que le droit est reconnu comme une valeur qui est importante
pour justement garantir les libertés. Les gens se méfient aussi des politiques élus, oui, élus, mais qui, vous le disiez très bien, manquent à leur devoir de probité personnelle, on le voit bien, et également à leur mission d'élus. Et par conséquent, je crois que les choses peuvent très bien évoluer et si tant est que la justice soit à la hauteur et ne soit pas discréditée comme elle l'est, je le redis, par ce ministre actuel qui est tout à fait indigne de ses fonctions, à mon sens. Je me permets juste de reprendre la parole sur ce point, François Saint-Pierre, parce que je trouve ça intéressant dans votre ouvrage, la manière dont vous insistez sur le rôle que tiennent les avocats et les juges, ou en tout cas le rôle que vous souhaiteriez parfois peut-être qu'ils tiennent plus en tant que contre-pouvoir parfois par rapport à certaines décisions prises par le pouvoir politique et qui pourraient constituer des dérives sécuritaires. Alors, on peut en parler au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel. Il y a un débat très intéressant. On va voir ce que donneront les élections présidentielles. Mais Éric Ciotti, qui est arrivé numéro 2 dans la course pour la candidature pour les Républicains, est quelqu'un de très, à mon avis, intelligent et compétent. À chacun ses idées. Et lui revendique absolument une réforme constitutionnelle pour que lorsqu'une loi aurait été invalidée par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme et que le Parlement aurait revoté cette loi à l'identique, alors terminé, plus aucune discussion possible, le politique aurait repris la main. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est bien la justice qui a le dernier mot et qui contrôle le politique. Et je vous le dis, je suis un type classique, mais j'évolue aussi avec mon temps et je pense vraiment qu'il est absolument essentiel que le politique n'ait pas tous les pouvoirs, qu'il ne soit pas surpuissant, parce que c'est une catastrophe annoncée. Alors, on peut aussi en parler au quotidien, pour les questions de sécurité quotidienne qu'on évoquait en début de débat. La justice, elle a vraiment un rôle essentiel dans une société démocratique vivante, apaisée, dans laquelle les gens se sentent bien, ce qui n'est pas franchement le cas actuellement. Et à ce propos, parce que Michel Lafosse évoquait la situation des migrants, et on a vu plusieurs fois des décisions de justice concernant notamment le délit de solidarité en particulier, venir contredire aussi quelque part l'action de l'État, ou en tout cas certaines décisions. François Saint-Pierre. Oui, alors le Conseil constitutionnel, qui est une juridiction de juges nommés, de juges qui sont des politiques, pour être allés plaider quelquefois devant, vous vous retrouviez face à messieurs Laurent Fabius, Lionel Jospin, Alain Juppé, qui sont des austères. Ce sont des austères. Et ce sont eux qui ont validé cette décision de justice, érigeant ce droit constitutionnel de fraternité, au nom duquel les poursuites lancées contre des personnes qui, comme vous, monsieur, avez aidé des migrants, ces poursuites ont été jugées inconstitutionnelles. Comment est-ce que ça s'est produit? Eh bien, concrètement, ces gens qui étaient, d'abord, ce sont des gens qui sont engagés dans un mouvement social d'aide aux migrants, qui ont fait face à un risque d'arrestation qui s'est produit, puisqu'ils ont été arrêtés, ils ont été poursuivis en justice. Il faut quand même une certaine fermeté d'âme pour s'engager comme ça dans la société, au risque de se voir poursuivis en justice. Ils ont alors bénéficié de l'appui d'avocats, qui sont souvent des avocats engagés. On dit beaucoup de mal du barreau à juste titre, mais il y a aussi des gens engagés qui savent défendre des principes, qui ont eu l'imagination juridique de dire, bon, il existe un principe de fraternité, c'est d'ailleurs la devise républicaine, on va déposer un recours qui s'appelle une question de constitutionnalité. En phase 2, il y a des juges qui les ont écoutés et qui ont dit oui, c'est un débat qui est sérieux et l'affaire est montée jusqu'au Conseil constitutionnel. Tout ça ne prend pas une décennie, ça prend 2 fois 3 mois pour que la procédure fonctionne de cette façon-là. Et il y a eu au sommet de la pyramide ce Conseil constitutionnel, donc présidé par monsieur Fabius, qui ont dit oui, effectivement, cette incrimination était excessive. Je trouve ce système légal tout à fait remarquable, puisque de la base au sommet,
il permet d'exercer un véritable contre-pouvoir face au pouvoir politique. Eh bien, je dis que c'est un bien qui est précieux. Je comprends que les amateurs d'autorité qui voudraient supprimer tous les corps intermédiaires et les contre-pouvoirs veuillent s'en débarrasser. C'est non, c'est comme ça. Nous verrons ce qui va se passer. Il est 21h10. Si il n'y a plus de réaction ou de prise de parole, je propose que nous suspendions la séance et qu'on en reste là. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette invitation et de ce débat. Eh bien, merci à vous trois et trois intervenants vraiment Merci à vous. d'avoir participé avec autant d'intérêt et puis avec aussi également autant de retenue sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Et merci bien sûr à tous ceux qui ont participé, assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous invite bien sûr à rester avec Pax Christi pour la suite de ce parcours de réflexion et donc à vous inscrire sur le site internet pour les webinaires et colloques à venir.